Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, bien que ça ne soit pas dans le cadre habituel de l'amphithéâtre de l'Observatoire océanologique de Banyuls, mais dans ces temps de sortie du confinement, nous pensons qu'il est préférable de nous retrouver à travers Internet. Nous allons donc accueillir aujourd'hui Sophie Sanchez-Brosso, qui est maître de conférence à Sorbonne Université. Sophie réalise ses travaux dans le département de biologie intégrative des organismes marins à l'Observatoire et plus particulièrement dans l'équipe Interaction marine, évolution et adaptation. Cette équipe travaille sur les symbioses chimiosynthétiques. Sophie s'est beaucoup intéressée aux interactions entre microalgues et bactéries, ainsi qu'à la génomique évolutive et comportementale du phytoplancton. Dans ce cadre, elle a étudié les phénomènes de bioluminescence dont elle va nous parler aujourd'hui. Le titre de sa conférence est « De la lumière en mer, les organismes bioluminescents entre fascination, recherche et valorisation ». Je vais donc vous lancer la conférence. Néanmoins, nous avons eu un petit problème technique. Et au lieu d'avoir le visage de Sophie animé pendant toute la conférence, nous n'aurons en fait que le son de sa voix autour du PowerPoint. Je vous prie de nous en excuser. À l'issue de cette présentation, vous pourrez nous rejoindre sur Zoom à travers le lien que je vous ai envoyé pour poser les questions que vous auriez au sujet de cette conférence. Merci à vous. Bonjour à tous. Je commence par me présenter. Je m'appelle Sophie Sanchez-Brosso. Je suis maître de conférence à Sorbonne Université et je travaille au sein de l'Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer depuis une dizaine d'années maintenant. Et j'ai le plaisir, en ces circonstances assez exceptionnelles, de vous présenter ce séminaire intitulé « De la lumière en mer, les organismes bioluminescents entre fascination, recherche et valorisation ». C'est vraiment une thématique très fascinante, effectivement. Et c'est pourquoi je vais découper cette présentation en trois grandes parties. L'observation du phénomène naturel, certaines recherches marquantes d'avancées scientifiques qui ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de la bioluminescence en mer, et puis une partie qui va essayer de vous donner un aperçu des différentes façons de valoriser également le phénomène, la connaissance qu'on a acquise sur ce phénomène à des fins appliquées et dans différents champs disciplinaires. Pour commencer, partons en immersion donc au large des côtes californiennes, où, comme vous le voyez ici, il se déroule fréquemment, chaque année, des phénomènes très marqués de vagues bleues qui déferlent ici. Donc vous voyez bien que ce phénomène de bioluminescence a lieu précisément à la brisure, à la cassure des vagues. C'est un phénomène très particulier à un groupe d'organismes. Alors il s'agit ici évidemment de micro-organismes, on le voit parce que c'est tellement diffus. Ce sont en fait des microalgues eucaryotes qui sont à l'origine de cette bioluminescence et qui sont présentes en très grand nombre à certaines périodes de l'année sous forme d'accumulation de cellules. On appelle aussi un bloom, donc en l'occurrence il s'agit d'un bloom phytoplanctonique de dinoflagellés. Il s'agit d'un phénomène naturel, que ce soit ces blooms bioluminescents ou bien la bioluminescence chez les organismes marins en général, d'origine biologique et largement répandue en milieu marin. On en retrouve dans tous les océans du globe, à toutes les latitudes et profondeurs. Un petit aperçu de la diversité des organismes bioluminescents rencontrés. Donc, comme on vient de le voir, des micro-organismes. Ici, vous avez une dinoflagellée qui s'appelle Noctilucas scintillans, qui mesure 1 mm de diamètre. Et puis, en général, les dinoflagellées sont de taille plutôt autour d'une trentaine de microns, comme ici Pyrrhocystis. Et puis, il y a d'autres micro-organismes qui sont capables également d'émettre de la lumière sur de très grandes distances. Nous le verrons plus tard. Ici, il s'agit de bactéries. Et bien sûr, donc, des organismes
qu'on a plus l'habitude donc de voir, en tout cas médiatisé au sujet de la bioluminescence, comme ces vers annélides ou ces cnidaires, donc des méduses, ou des cnidaires de forme plutôt polype, comme cette plume de mer, des échinodermes, donc il y a des étoiles de mer, des ophiures bioluminescentes, des crustacés, et des céphalopodes, donc des mollusques du groupe des céphalopodes, tels que ces petites seiches, dont on parlera également activement. Et enfin, bien sûr, des téléostéens, communément appelés poissons, tels que la baudroie abyssale avec son filament ici en forme de canne à pêche, et d'autres photoblepharons qui possèdent également des organes luminescents. Donc je ne pouvais pas commencer sans faire un constat en niveau évolutif pour essayer de mieux comprendre quels types d'organismes sont concernés par ce phénomène et comment se répartissent-ils au sein de l'arbre de la vie. Donc il existe de très nombreux organismes bioluminescents en milieu marin. Effectivement, dans beaucoup de campagnes océanographiques, lorsqu'on parcourt des zones particulièrement profondes et privées de lumière, il s'avère qu'environ 90% des organismes récoltés sont bioluminescents. Et on est très loin d'avoir évalué la totalité des organismes bioluminescents vivant en milieu marin, parce que c'est vraiment tributaire des campagnes. Toutefois, donc, autant des organismes unicellulaires que multicellulaires sont concernés par ce phénomène. Au sein de l'arbre de la vie, donc, seulement 2 règnes sont concernés et possèdent des représentants bioluminescents. Donc on retrouve des organismes bioluminescents au sein des eubactéries et des eucaryotes. Pour l'instant, aucune espèce d'archée n'a été retrouvée bioluminescente à l'heure actuelle. Quand on regarde cet arbre phylogénétique, donc, qui matérialise l'évolution des lignées, les couleurs symbolisent les organismes soit marins en bleu, soit terrestres en vert, qui sont capables d'émettre de la lumière. Je ne m'attarderai pas sur les organismes terrestres bioluminescents, même s'ils ont une importance primordiale dans la découverte du processus et la compréhension du fonctionnement de la bioluminescence. Je pense notamment aux lucioles, aux vers luisants. Mais je m'attarderai principalement donc sur ces organismes marins. Et d'une façon générale, ce que l'on peut constater à la lecture de cet arbre, c'est que le phénomène de bioluminescence est apparu vraisemblablement de façon indépendante dans les différentes lignées du vivant. C'est ce qu'on appelle une convergence évolutive. Donc on dénombre environ une quarantaine d'apparitions dans l'histoire du vivant. Ce qui veut dire que des lignées distinctes phylogénétiquement, distinctes évolutivement parlant, ont trouvé la même réponse. Ça fait un peu finaliste, mais en fait, elles ont réussi à survivre dans des environnements similaires, donc soit privés de lumière, soit profonds, en développant le même type d'innovation qui est donc cette production de lumière. Donc cela fait également aussi, ça a aussi pour conséquence que même si on va nommer les molécules impliquées dans cette production de lumière, donc l'enzyme luciférase et le substrat luciférine de façon identique pour tous les organismes vivants, il n'en reste pas moins que ces molécules n'ont aucune parenté non plus évolutive entre différentes lignées. Donc c'est vraiment plus par harmonisation qu'on va appeler la luciférase et la luciférine chez une bactérie ou chez un cnidaire. Enfin, il faut aussi avoir en tête que les organismes qui sont bioluminescents ne synthétisent pas forcément eux-mêmes leurs molécules. Certains peuvent en fait faire appel à la nourriture ou alors à des associations symbiotiques pour devenir bioluminescents. La bioluminescence est l'émission de lumière d'origine biologique. En fait, il s'agit d'un cas particulier de chimioluminescence basée sur une réaction chimique. Alors, à complètement distinguer des phénomènes de fluorescence ou phosphorescence, qui sont également des émissions de lumière, mais à partir d'une excitation préalable à une longueur d'onde donnée, qui va résulter en une émission de lumière dans une longueur d'onde supérieure.
Cette réaction chimique est basée sur la reconnaissance d'une enzyme, la luciférase, et sur son substrat, la luciférine, au cours d'une réaction au cours de laquelle la luciférine est oxydée et l'émission de photons résulte donc en cette émission de lumière. Donc, en particulier, en fait, cette réaction fait intervenir de nombreux cofacteurs sur lesquels je ne m'étendrai pas aujourd'hui, mais qui sont nécessaires en fait à la mise en route de la réaction. Alors, la lumière émise est de longueur d'onde très variable dans le domaine du visible en concernant les organismes terrestres, mais s'avère très resserrée autour d'une certaine longueur d'onde dans l'environnement marin. Puisque dans l'environnement marin, les rayons lumineux sont rapidement, pour les longueurs d'onde les plus élevées, stoppés dans la colonne d'eau. Il y a rarement du rayon dans le rouge qui est une bonne façon de transmettre la lumière. Au contraire, en fait, l'émission des organismes bioluminescents en milieu marin va se situer autour de 470 nanomètres, qui correspond vraiment à l'émission dans le bleu, comme on vient le voir chez le bloom phytoplanctonique de dinoflagellés. L'enzyme et le substrat peuvent être directement produits par l'organisme vivant. Il a lui-même dans son génome les gènes qui codent ces protéines ou molécules, soit fournis par le biais de la nourriture ou par un autre organisme via une. La localisation de la réaction de bioluminescence peut aussi être très variable selon les organismes. Chez les micro-organismes, il n'y a pas tellement de choix possible. En fait, il y a simplement dans ces organismes unicellulaires des endroits, des localités particulières qu'on appelle des organelles qui vont être plutôt spécialisés avec les éléments essentiels à la bioluminescence. On les appelle les scintillons. Il peut y avoir chez une dinoflagellée plus de 4500 microsources, donc 4500 scintillons par cellule. Donc, sur une cellule de 30 microns, ça fait quand même quelque chose de très conséquent. Et puis chez des organismes pluricellulaires comme lucioles ou les annélides, on a des cellules spécialisées qui produisent directement, qui contiennent, disons, les produits nécessaires à la réaction de bioluminescence, que l'on appelle des photocytes. Et dans des cas les plus aboutis, vous aurez l'élaboration de tissus spécifiques et même d'organes spécifiques, spécialisés, qui vont renfermer des bactéries bioluminescentes. Ça, c'est vraiment un cas à part, propre aux téléostéens, donc aux poissons, et aux céphalopodes tels que la sèche ici, qui séquestrent, qui maintiennent une population de bactéries bioluminescentes pour leur propre lumière. Ces organismes ne seraient pas capables de produire luciférase ni luciférine. Alors, ce qui est couramment médiatisé et qui est vraiment très fascinant dans ce phénomène de bioluminescence, ce sont essayer de comprendre les hypothèses fonctionnelles, le rôle de cette bioluminescence dans ces milieux marins profonds, privés de lumière. Il y en a un évident qui nous apparaît en première vue, c'est éclairer le champ visuel des organismes pour se repérer, pour trouver des proies, pour se nourrir, donc, ou pour simplement se reconnaître entre individus de la même espèce. Donc, il peut y avoir cet aspect de communication intraspécifique qui est déjà observé chez les lucioles, où c'est vraiment très développé avec l'émission de certaines longueurs d'onde et de certaines fréquences d'émission de lumière. Et en milieu marin, pour l'instant, on s'aperçoit qu'il peut y avoir un rôle dans la reconnaissance également de partenaires sexuels, mais aussi dans l'acquisition de nourriture. Donc, arriver à détecter les proies dans l'environnement immédiat. Une autre façon aussi de se nourrir, de chasser en mer est élaborée par ces baudroies abyssales avec le photophore, l'organe photophore situé au bout d'une extrémité ici tégumentaire, donc d'une canne à pêche ou filament pêcheur, par lequel les organismes vont attirer les proies. Il y a ce phénomène ici d'attraction et avec une morphologie particulière qui permet finalement d'attirer les proies jusqu'à la gueule de l'animal. Un autre type d'hypothèse fonctionnelle de rôle de la bioluminescence peut paraître un peu paradoxal par rapport au précédent. C'est en fait un rôle de camouflage. Donc, comment se cacher en étant lumineux, en brillant dans le noir. Donc, c'est une stratégie qui est employée par différents types d'organismes.
Nous avons par exemple chez les dinoflagellés des expérimentations en laboratoire qui ont révélé que ces microalgues mises en culture dans un aquarium en présence de différents types de prédateurs allaient éclairer leur environnement et rendre visibles certains prédateurs, visibles à d'autres prédateurs d'ordre secondaire qui pourraient venir les consommer. Ou alors, comment éclairer son environnement pour permettre de ne pas se faire consommer et plutôt faire consommer son prédateur direct. Donc ça, c'est une stratégie très intéressante qui pourrait expliquer pourquoi les microalgues marines, telles que les dinoflagellés, continuent d'émettre cette bioluminescence depuis un certain temps évolutif, en fait. Une autre façon de se camoufler dans l'environnement en émettant de la lumière est réalisée par cette petite crevette, un krill antarctique, qui émet les composés de la bioluminescence directement dans son environnement immédiat. Donc il sécrète en quelque sorte une sorte d'écran de fumée, enfin je dirais plutôt d'un nuage de lumière, qui va lui permettre de rapidement s'échapper, tandis que son prédateur va lui être surpris par cette lumière soudaine. Donc c'est plutôt une stratégie ici de fuite, d'évitement de la prédation. Enfin, une dernière particularité de ces rôles de camouflage a été très bien étudiée chez certains requins dans certaines équipes, notamment une équipe de Belgique, qui ont montré que ces organismes étaient capables de produire de la lumière de façon ventrale. Donc, leurs organes de luminescence sont situés sur leur face ventrale, ce qui leur permettait, au cours de la nuit, de se déplacer sans danger dans la colonne d'eau, à proximité de la surface qui peut être éclairée par la lune au cours de la nuit. Donc, il y a une certaine luminosité et n'importe quel organisme aurait sa silhouette vraiment découpée au niveau de la surface et rendue visible à des prédateurs. En émettant de la lumière en face ventrale, alors en plus c'est par des processus vraiment très fins d'émission à certaines intensités, il y a tout un contrôle derrière qui a été mis en évidence par ces équipes-là et qui montre que l'animal va être capable de se fondre dans l'environnement, dans cette luminosité très blafarde, mais existante au cours de la nuit, et donc paraître invisible, comme vous le voyez sur la photo ici, à des prédateurs qui circuleraient en dessous dans la colonne d'eau. Un petit point également sur quelques particularités relatives aux bactéries. Donc par rapport aux dinoflagellés dont on a vu les vagues luminescentes qui cassaient la brisure des vagues, ici, les bactéries, lorsqu'elles sont présentes en très forte densité, vont également produire des phénomènes très spectaculaires, visibles même depuis l'espace, que l'on appelle des mykicies ou mers lactées. En fait, ce sont bien des bactéries libres, donc du genre Vibrio, qui restent quand même assez localisées, puisque probablement associées à des blooms phytoplanctoniques, donc des microalgues présentes en grand nombre, qui sont une réserve nutritive pour ces bactéries. Donc elles vont rester là un certain temps et synchroniser leurs activités pour produire en masse cette lumière. Alors il s'agit des mêmes bactéries libres qui peuvent également aussi coloniser des hôtes métazoaires au cours des symbioses bioluminescentes. Donc soit avec des céphalopodes, tels que la petite sèche Primnas colopes, avec la bactérie Vibrio fischeri, ou bien des poissons divers et variés qui peuvent également renfermer les mêmes souches bactériennes que ces céphalopodes. Si on fait un petit point sur les différentes recherches qui ont mené à notre compréhension aujourd'hui du phénomène de façon beaucoup plus large, on voit qu'il y a eu 3 grandes étapes. En fait, des observations déjà anciennes, antiques, où Aristote avait déjà relaté l'apparition de cette lumière froide lorsqu'il trempait un bâton dans l'eau à certaines périodes. Donc, en fait, il observait un bloom phytoplanctonique bioluminescent. La caractérisation chimique de la réaction s'est faite, comme je le disais, grâce à l'étude des lucioles en milieu terrestre. En particulier, on a réalisé
que la réaction avait besoin d'air pour se produire, et plus particulièrement d'oxygène. C'est ce que, par exemple, Raphaël Dubois, un Français, a mis en évidence en ramenant des lucioles de Jamaïque et en observant en fait cette réaction en mélangeant l'organe luminescent avec de l'eau chaude ou de l'eau froide et voir si la diffusion d'oxygène était importante pour la réaction. Pour ce qui est des autres organismes, notamment des dinoflagellés et des bactéries, c'est vraiment essentiellement sur ces micro-organismes que le maximum de connaissances ont été acquises dernièrement par l'étude moléculaire, donc de ces séquences de gènes, et également leur cristallographie des protéines ou des molécules pour mieux comprendre comment se passe cette réaction. Retenons aussi la date de 1961, qui est le moment où le japonais Shimomura a découvert également la GFP, qui n'est pas directement de la bioluminescence, mais dont on verra une application un peu plus tard. Il y a un lien quand même avec la bioluminescence. Enfin, donc beaucoup d'études évolutives aussi sur les différents gènes de luciférase qui ont été mis en évidence chez les dinoflagellés ces dernières années. Donc la somme de toutes ces avancées, de ces recherches moléculaires notamment, ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de la bioluminescence chez les micro-organismes, donc en particulier chez les algues unicellulaires, dans la catégorie des eucaryotes. Donc je ne parlerai pas ici non plus des radiolaires, c'est une autre catégorie d'organismes eucaryotes bioluminescents, mais dont on connaît vraiment très peu de choses à l'état actuel. Je parlerai également des bactéries, donc on l'a compris, qui ont un rôle essentiel dans l'environnement sous forme libre ou même associées en symbiose. Ce sera l'objet de cette dernière partie destinée à vous montrer l'avancement des recherches sur ce modèle Euprymna scolopes vibrio fischeri, très en vogue et toujours en vogue. C'est peut-être la symbiose, déjà la symbiose bioluminescente la plus étudiée, et peut-être même la symbiose la plus étudiée à l'heure actuelle. On arrive à une compréhension du dialogue moléculaire entre l'hôte et son symbionte de façon très aboutie. Moi, je vous présenterai plutôt la façon dont ces symbiontes sont acquis depuis l'environnement. Par exemple, en ce qui concerne l'Ingulodinium polyhedrum, c'est cette microalgue qui est à l'origine des efflorescences algales et des blooms phytoplanctoniques au large des côtes californiennes, comme on a vu au tout début. C'est cet organisme qui est capable de synthétiser lui-même ses propres molécules de bioluminescence. Donc, dans son génome, il contient les gènes de bioluminescence, de luciférase, de luciférine. Il est capable en fait de transcrire et traduire dans son organisme. Eh bien, on observe une régulation particulière. Ici, vous observez des cellules en microscopie à épifluorescence, où on voit ici, donc le rouge, c'est la chlorophylle qui réémet après excitation, qui réémet à une longueur d'onde caractéristique ici, et en bleuté, donc vous le verrez surtout sur la photo du bas, en bleuté, vous avez la localisation des scintillons. Donc ces petits organelles, je le rappelle, qui renferment la réaction de bioluminescence. Donc ce qu'on constate ici à la simple observation des photos, c'est qu'au cours de la nuit, il semble bien y avoir émission de lumière à la différence du jour. Ce qui a amené également les scientifiques à réaliser des expériences pour vérifier ce phénomène et s'apercevoir que les deux types de molécules n'étaient pas synthétisées de façon constante au cours du cycle jour-nuit. En effet, la luciférine est soit non transcrite, soit dégradée au cours de la journée. Donc, il n'est pas possible au cours de la journée d'avoir une réaction du substrat par l'enzyme, donc une action de la luciférase sur la luciférine pour produire de la lumière. On a là l'exemple d'une expression des gènes impliqués dans la réaction régulée de façon circadienne. Circadienne, je rappelle, c'est en fait une régulation journalière, toutes les 24 heures. Ce
qui est intéressant, c'est de comparer ce résultat avec d'autres algues, d'autres dinoflagellés, tels que Pyrrhocystis lunula. Donc Pyrrhocystis lunula, c'est étymologiquement la cellule de feu en forme de croissant de lune, qui porte bien son nom, et qui également est capable, à partir de son génome, de produire ces molécules de luciférase et luciférine. Elle observe également une régulation circadienne, c'est-à-dire qu'on voit la lumière émise par ces cellules au cours de la nuit, mais pas au cours de la journée. Même si vous vous placez en laboratoire dans une pièce obscure et que l'algue est en conditions photopériodiques de jour, elle ne produira pas de lumière. Pourtant, quand on regarde des photographies en épifluorescence, on s'aperçoit que la localisation des scintillons, donc ces émissions bleues que vous voyez ici sur ces photos, sont présentes, que ce soit en journée ou au cours de la nuit, même si elles ne montrent pas manifestement la même localisation. Donc, au cours de la journée, ces scintillons semblent rassemblés au centre de la cellule et la nuit, plutôt en périphérie. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'en fait, après avoir vérifié, il s'avère que l'expression des gènes impliqués dans la réaction de bioluminescence, que ce soit luciférase ou luciférine, est constante au cours du cycle photopériodique, au cours du cycle circadien. Donc on ne peut pas expliquer cette variation de lumière simplement par une expression différentielle de ces molécules. En fait, de façon très intéressante et vraiment très spectaculaire, cette régulation se passe plutôt à un niveau plutôt morphologique. Ce qu'on observe ici sur ces images en microscopie photonique, ce sont des cellules de Pyrrhocystis lunula en jour, celle du haut, et en nuit, celle du bas. On s'aperçoit déjà qu'il y a quelque chose d'assez curieux, c'est que cette masse plutôt brunâtre ici, sont l'agglomération de tous les chloroplastes, est plutôt disséminée, plutôt étalée dans le cytoplasme au cours de la journée, et plutôt rassemblée, compactée au centre de la cellule au cours de la nuit. Alors ça pourrait s'expliquer ça parce que au cours de la journée, effectivement, c'est une algue qui est notamment photosynthétique et ces chloroplastes, par cette position plutôt bien répartie, vont pouvoir essayer de capter le maximum de rayons lumineux pour réaliser la photosynthèse. Au cours de la nuit, ces chloroplastes n'ont finalement pas d'utilité. Alors ce qui est intéressant, c'est que les sillons, donc ces microsources luminescentes présentes dans la cellule, montrent le phénomène inverse. C'est-à-dire au cours de la journée, ils sont vraiment recentrés au centre de la cellule et au cours de la nuit, se déploient de façon homogène tout autour, en périphérie en fait, de la cellule, ce qui finalement permet à la réaction de bioluminescence d'être visible de l'extérieur. Ces scintillons étant à la surface de la cellule apparaît bien brillante, alors que quand ils sont compactés au centre, ils sont cachés par les chloroplastes qui les entourent. Donc c'est vraiment une régulation très différente de la régulation précédente et qui montre qu'en fait, on a également une régulation circadienne du phénomène de bioluminescence, cette fois-ci par migration différentielle des organelles dans la cellule, ce qui est assez unique et que je n'ai jamais rencontré encore dans d'autres exemples. Donc, il mérite quand même d'être souligné. En ce qui concerne les bactéries, notamment donc les représentants de la famille des Vibrionacées, on a encore une fois un phénomène de régulation complètement différent. Même si les différents constituants de la réaction de bioluminescence sont codés dans l'ADN également de ces organismes, sous forme cette fois-ci d'un opéron, c'est-à-dire que tous ces gènes sont centralisés, sont regroupés ensemble dans l'ADN, il n'en reste pas moins qu'on a un processus complètement différent par rapport aux autres types de micro-organismes eucaryotes. C'est-à-dire que les vagues bleues qu'on a observées relatives à ce bloom phytoplanctonique montrent bien que la bioluminescence chez les dinoflagellés résulte également d'une stimulation mécanique. Aux endroits où il n'y avait pas de cassure de vagues, donc le bloom phytoplanctonique n'était pas lumineux. Il y a une régulation effectivement
sous une action mécanique, la cellule de dinoflagellé va subir une dépolarisation et une acidification locale qui va être très importante, cette acidification, pour ce changement de pH, pour que la luciférine soit accessible à la luciférase pour que la réaction se produise. Donc ce phénomène de perturbation mécanique est induit autant par des vagues que par des passages de baleines ou de bateaux dans le milieu marin. Ce n'est pas du tout le même type d'observation que l'on fait quand on observe ces grandes étendues de bioluminescence liées à l'activité bactérienne qui perdurent dans le temps, qui ne sont pas influencées par différentes perturbations de cet ordre-là mécanique. La bioluminescence bactérienne va perdurer jusqu'à ce que les bactéries ne soient plus en densité suffisante, jusqu'à ce que cette étendue s'estompe. Cette capacité des bactéries à émettre de la lumière de façon aussi intense, pour que ce soit visible depuis l'espace, et de façon continue dans le temps, est régulée par ce que l'on appelle le quorum sensing. Le quorum sensing, c'est un processus de régularisation, de synchronisation des activités bactériennes qui a été mis en évidence dès les années 70, lorsque des scientifiques ont étudié les bactéries Vibrio fischeri de l'organe du photophore des sèches des Euprinas scolopes. Le quorum sensing est donc un mode de communication bactérienne où les bactéries vont échanger des informations, donc des messages chimiques, vont en quelque sorte dialoguer. Je vous renvoie à une conférence que vous avez certainement entendue il y a quelque temps sur ce sujet. Et va être caractérisé par une expression synchronisée donc, des gènes au sein d'une population bactérienne suite à ce dialogue. La bioluminescence est l'une des nombreuses activités bactériennes régulées par quorum sensing, puisqu'on compte également la formation de biofilms ou là encore la virulence. Donc, pour synthétiser, en fait, en faible concentration bactérienne, les cellules vont avoir du mal à communiquer et à échanger ces messages chimiques, alors qu'en forte densité, elles vont pouvoir plus facilement échanger ces molécules et les intégrer dans leurs propres cellules pour synchroniser leurs activités, notamment la production de lumière. C'est ce que vous montre un peu ce schéma également, où vous avez deux cellules bactériennes à proximité l'une de l'autre, où l'on voit cet échange de messagers, ces petits ronds bleus ici qui sont des auto-inducteurs, qui d'une cellule à l'autre vont permettre d'être réceptionnés et cette réception, cette reconnaissance spécifique va activer des cascades de transcription de gènes, notamment les gènes sous contrôle de quorum sensing, comme les gènes de la luminescence. Donc, ces bactéries qui fonctionnent en quorum sensing dans le milieu marin de façon libre ou associées les unes aux autres fonctionnent également de la même façon dans les photophores de sèche. Donc, c'est ce qui se passe au sein de l'organe de la petite sèche Primnas scolopes que vous voyez ici, qui est également un animal nocturne, et pour laquelle on a démontré qu'il s'agissait d'une symbiose obligatoire pour l'hôte, au contraire de Vibrio fischeri qui peut se retrouver librement dans l'environnement. Il s'agit d'une symbiose également à bénéfice mutuel, donc au sens strict, on pourrait parler de mutualisme, parce que quelque part, les bactéries à l'intérieur de cet organe bioluminescent se retrouvent dans un environnement plutôt protégé, avec suffisamment de nutriments, et peuvent de ce fait continuer de se reproduire pour fonctionner en quorum sensing. D'un autre côté, la sèche utilise la bioluminescence produite par ces bactéries pour se camoufler. Donc, elle pratique vraiment ce que l'on a vu tout à l'heure, ce phénomène de contre-illumination pour se protéger au cours de son mode de vie nocturne d'éventuels prédateurs. Donc là, vous le voyez, les organes photophores sont situés sur la face ventrale de la sèche. Alors, ce qui est paradoxal également, c'est qu'il s'agit d'une symbiose obligatoire,
pour l'hôte Primnas colopes, et pourtant, les symbiontes ne sont pas transmis de génération en génération par ce qu'on appelle une transmission verticale, du parent à son descendant. Il s'agit au contraire d'une transmission horizontale où à chaque génération, les symbiontes doivent être acquis depuis l'environnement des seiches. Cette acquisition des symbiontes se fait donc depuis l'environnement et à un stade précoce de la vie de la seiche. C'est un modèle d'étude très intéressant, le Primnas colopes Vibrio fischeri, qui a montré que le développement de l'organe lumineux se faisait au cours de l'embryogénèse et que l'organe prêt à recevoir Vibrio fischeri était prêt donc à l'éclosion de l'hôte. Alors vous le voyez, il y a 2 zones de l'épithélium au niveau latéral de l'organe et dans chaque zone, on voit un double appendice, une partie qui est recourbée vers le haut et une partie basse qui cache en fait des pores par lesquels vont pouvoir pénétrer les vibrios. Entre 30 et 60 minutes après l'éclosion, les Vibrio fischeri commencent à s'agréger à l'entrée des pores et migrent au sein du conduit avant la colonisation de l'épithélium des cryptes, donc l'endroit central de l'organe bioluminescent. À partir de ce moment, une fois que les symbiontes sont établies là, l'organe devient lumineux et de permissif à tout type bactérien, finalement, il devient un environnement exclusif pour Vibrio fischeri. Alors, étapes pour comprendre cette acquisition spécifique des vibrios. On a une sécrétion de mucus en réponse aux différentes cellules bactériennes qui peuvent se présenter à l'entrée de l'organe, qui offre particulièrement un avantage pour les bactéries gram-négatives et en particulier pour Vibrio fischeri. Alors, après 2 à 5 heures, en fait, seuls les Vibrio fischeri mobiles pourront pénétrer à travers les pores et les conduits pour coloniser donc le tissu hôte et la crypte. Après le succès de la colonisation, les cellules vont s'immobiliser et induisent un gonflement des cellules épithéliales de l'hôte et l'organe lumineux complet est formé. Alors c'est extraordinairement efficace quand on considère que dans les eaux hawaïennes, notamment où vit Euphrymnas colopes, Vibrio fischeri est minoritaire. Alors il est clair que Vibrio fischeri n'est pas un symbionte passif dans l'établissement de cette symbiose, puisque en fait, il se déplace et que c'est le fruit de la coopération entre ces 2 partenaires. Une dizaine d'heures seulement après donc l'entrée de ces vibrios, les bactéries produisent suffisamment de lumière par quorum sensing. De noter, c'est que Euphrymnas colopes régule aussi de façon circadienne sa population bactérienne. On a vu tout à l'heure un animal nocturne et sa population bactérienne doit être au maximum au cours de la nuit pour une émission de lumière optimale et un camouflage optimal. Il a ainsi été montré qu'en début de journée, dès les premières heures du jour, l'animal va expulser environ 95% de sa population bactérienne. Une fois expulsées, ces bactéries en faible nombre vont recommencer les bactéries restantes dans l'organe vont recommencer à croître et à coloniser de façon efficace l'ensemble de l'organe à partir du milieu d'après-midi. On est en densité suffisante pour émettre de la lumière par quorum sensing. Alors ça permet en fait de renouveler le stock bactérien d'une part, mais aussi de réalimenter le milieu en milieu d'eau de mer neuf pour ne pas que la colonie, la culture bactérienne en fait, qui est présente dans l'organe, ne s'essouffle et ne décline. Ce qui est intéressant de noter enfin est que le maintien de la population bactérienne dans l'organe de la seiche est peut-être une sorte de protection pour Vibrio fischeri, mais il est également à noter que le fait que la bactérie est relarguée de façon régulière dans l'environnement peut aussi contribuer à sa progression dans différentes régions du globe, une façon d'être disséminée de façon très rapide et sûre.
Pour la sèche également, ça procure un avantage, c'est de libérer ces symbiontes comme ça aussi régulièrement, peut permettre à de jeunes sèches qui viennent d'éclore de trouver plus rapidement des symbiontes dans l'environnement. Donc mettre à disposition des progénitures des lots, des stocks de symbiontes de façon plus rapide. Quelques images capturées en laboratoire par une équipe américaine de cette petite sèche qui, aux premières heures du jour, lorsqu'elle a libéré la majeure partie de ses symbiontes, va se camoufler, encore une fois, mais cette fois-ci de journée, dans le fond sableux de ce bac. Donc on imagine un fond sableux dans l'environnement. Et elle complète en fait ce camouflage grâce à ses tentacules pour vraiment apparaître complètement invisible. On a vu que son corps présente déjà une homochromie avec son environnement qui fait qu'elle n'est plus vraiment détectable passer ce camouflage et elle ne fait que dormir pendant toute la journée, donc elle ne bougera pas. Une petite image donc de cette sèche capturée par l'équipe donc de Margaret McFarlane-Guy, donc une des pionnières dans l'étude de cette interaction, de cette symbiose. Et puis également une petite photo souvenir d'un spécimen ramené au cours d'une excursion avec des étudiants en stage d'été à Banyuls-sur-Mer, donc de petites sépioles phylogénétiquement voisines, probablement elles aussi bioluminescentes. Je vais passer à présent à la dernière partie de cette conférence qui concerne la valorisation ou comment se servir de toutes ces connaissances acquises chez ces organismes bioluminescents pour différents champs d'application. Alors il y en a un qui vient peut-être de façon très rapide en tête, mais tous ces, donc éclairer l'environnement, donc je vais y venir, tous ces phénomènes sont issus vraiment de phénomènes naturels, hein, donc présents dans notre environnement immédiat, et ont pu être détournés entre guillemets à différentes fins, qu'elles soient plus ou moins scientifiques. Alors je vais commencer par cette première application qui vient à tous à l'esprit, l'utilisation tout simplement de cette capacité à émettre de la lumière et à éclairer notre environnement. Alors il y a beaucoup de boîtes privées qui se sont emparées de cet aspect pour développer des éclairages d'ambiance, pour penser à l'élaboration d'éclairages de sortie de secours ou encore de lampadaires dans les villes. Et en allant un peu plus loin aussi, pourquoi pas utiliser des bactéries qui elles-mêmes utilisent des substrats de type déchets ménagers pour avoir une démarche encore plus écologique. Alors c'est vrai que l'utilisation de ces organismes bioluminescents, des micro-organismes, n'est vraiment pas coûteuse en termes de maintien en culture, d'équipement à avoir ou de nutriments à apporter. Souvent, ce sont des organismes qui se développent en milieu naturel dans des zones oligotrophes, donc très peu chargées en nutriments, et qui ont besoin, pour certains, de lumière et de différentes sources pour réaliser leur métabolisme. Donc, il y en a beaucoup de photosynthétiques notamment, donc ce qui ne pose pas de soucis majeurs quant à leur culture. Le problème de ce genre d'utilisation, c'est qu'il faut avoir l'esprit de pouvoir réalimenter le milieu. Alors, on se retrouve comme dans un organe photophore de sèche où les bactéries sont dans un environnement clos qu'il faut de temps en temps renouveler pour renouveler le stock et éviter que la population ne décline. Alors récemment, j'ai vu dans les actualités que des recherches sont menées à l'élaboration de plantes bioluminescentes, donc des organismes génétiquement modifiés, puisque au niveau terrestre, aucune plante n'est trouvée bioluminescente à l'heure actuelle. Alors ça va sûrement donner des idées à ces mêmes boîtes qui prévoyaient l'utilisation d'arbres génétiquement modifiés pour éclairer nos routes, ce qui reste vraiment sujet à caution de par déjà l'efficacité, parce que l'émission de lumière émise par ces organismes serait d'une intensité très faible par rapport à la dangerosité de la circulation.
Et d'autre part, l'utilisation d'OGM, d'organismes génétiquement modifiés dans des milieux ouverts, n'est vraisemblablement pas possible pour un respect de la biodiversité ambiante. Alors, je vais plutôt m'attaquer maintenant à une application dans le domaine des sciences environnementales et en particulier l'utilisation des organismes naturellement bioluminescents dans les tests d'écotoxicité. Alors, c'est parti du constat que la bioluminescence était un indicateur du bon état physiologique des communautés de micro-organismes. En gros, ça fait partie du métabolisme de base qu'elles font lorsqu'elles sont dans des conditions optimales. Alors l'idée, c'est de cultiver ces organismes en laboratoire à des concentrations identiques et de tester chacune de ces expérimentations, donc ici sous forme de tube, en présence par exemple, de concentrations croissantes de différents toxiques et voir s'il y a un effet particulier. Bon, il s'avère que les organismes naturellement bioluminescents perdent cette capacité lorsqu'ils sont exposés à divers polluants, notamment des métaux lourds, des pesticides, des herbicides, etc. Mais l'idée est intéressante d'utiliser donc directement les organismes naturellement bioluminescents qui ont été commercialisés sous forme de tests, donc le test microtox par exemple. Vous recevez donc une bactérie Vibrio fischeri, prête à l'emploi, à mettre en culture, et que vous pouvez tester face à différents types d'échantillons dont vous connaissez une concentration de polluants donnée ou d'autres dont vous ignorez s'ils ont une contamination éventuelle. Ça peut être des échantillons naturels ou issus de stations d'épuration, et on verra directement sur du vivant si on a un impact sur la santé, sur le métabolisme d'un organisme vivant. Ça a été également commercialisé chez Pyrocystis, pour Pyrocystis lunula, donc la dinoflagellée. On a l'analogue du microtox test avec le test Quicklit des Pyrocystis. La seule différence, c'est que ces souches, comme on l'a vu, nécessitent d'être au préalable mélangées pour activer le processus de la bioluminescence. Pour aller un petit peu plus loin maintenant, l'utilisation des organismes naturels a souvent des limites. C'est-à-dire que ces Vibrio fischeri ou Pyrocystis lunula, bien que naturellement bioluminescents, ne présentent pas forcément tous les atouts, toutes les propriétés nécessaires à en faire de bons organismes de laboratoire. Donc on a des souches, qu'elles soient bactériennes ou eucaryotes, qu'on utilise fréquemment en laboratoire à cause de leur fort taux de croissance, par exemple. Et l'idée a été de combiner ces deux types de propriétés d'attrait pour développer de nouveaux outils, donc de nouveaux biosenseurs, en l'occurrence, ce biosenseur, c'est-à-dire un outil biologique qui va permettre de mesurer, de sentir les variations environnementales. Donc, nous avons utilisé Ostreococcus thori abainus il y a quelques années, cette microalgue issue des camps de taux, pour la modifier génétiquement et lui intégrer donc un gène de luciférase de façon à la faire devenir entièrement bioluminescente. Donc concrètement, en fait, à partir du génome de la microalgue qui ne contient pas de molécules, en tout cas qui ne contient pas de gènes pouvant exprimer la luciférase ou la luciférine, l'idée est d'utiliser en fait les connaissances acquises par les organismes bioluminescents naturels tels que des cnidaires comme Renia reniformis, et cette partie codante de luciférase chez cet organisme qu'on peut amplifier par PCR, on peut l'intégrer dans des constructions. Également, on peut aussi utiliser, pourquoi pas, des luciférases, c'est ce qu'on avait fait en l'occurrence des luciférases de luciole, les intégrer dans des constructions génétiques qui vont pouvoir être intégrées à nouveau dans le génome de l'organisme ciblé. Donc l'intégration se fait par électroporation, on perméabilise la membrane de la cellule et le matériel génétique va aller se fixer dans différents points du génome. À partir de là, une fois que la machine transcriptionnelle se met en route, eh bien, ce petit bout d'ADN peut être activé. Le promoteur en amont de la luciférase va permettre la transcription
du gène, puis plus tard la traduction en protéines. La source de substrat, la luciférine, doit être apportée de façon indépendante dans le milieu de culture, de façon à ce que la réaction luciférase-luciférine puisse avoir lieu et qu'il y ait production de lumière par notre souche génétiquement modifiée. On pourrait également système à partir de l'opéron luxe bactérien, où là je vous rappelle l'ensemble de la machinerie utile pour la synthèse des molécules de bioluminescence est comprise dans un seul et même segment d'ADN. Cette fois-ci, à la fois la luciférase et la luciférine pourraient être produites et interagir entre elles pour produire de la lumière directement. Donc ce sont vraiment les deux types de stratégies utilisées pour construire des organismes génétiquement modifiés et luminescents. Alors, nous avions développé cette étude pour tester notamment l'impact d'herbicides comme le diuron, qui sont des produits encore utilisés dans la peinture des coques des bateaux pour empêcher la prolifération d'algues, mais qui, lorsque ces peintures se dégradent dans l'environnement, peuvent être relarguées à proximité de différentes sources de vie. Comme on le voit ici, les différentes microalgues bioluminescentes suivies, génétiquement modifiées, montrent une diminution drastique de la luminescence lorsqu'on les met en présence des plus fortes concentrations d'herbicides. Donc aux plus fortes concentrations d'herbicides de diuron, donc 10 microgrammes par litre, on voit que la courbe chute très rapidement. Ça a permis de conforter cette hypothèse que la bioluminescence va être atténuée si la cellule n'est pas dans un très bon état physiologique. Et puis, ça a apporté des preuves de l'utilité de ce nouveau biosenseur pour la détection de ce polluant spécifique par rapport aux autres tests classiquement admis, où on voit ici que même si la durée de temps d'incubation nécessaire à la manip est supérieure par rapport aux autres tests, la détection de la molécule est beaucoup plus fine que par les autres approches. Alors, de très nombreuses autres études, évidemment, voient le jour sur les développements de biosenseurs bioluminescents à visée de tests d'écotoxicité, utilisant autant des organismes eucaryotes que des bactéries luminescentes pour mesurer des effets de toxicité aiguë ou chronique dans différentes localités. Pas simplement non plus axé sur des métaux lourds, mais d'autres types de polluants tels que des suspensions de nanoparticules. Donc c'est un champ en plein essor où en fait trouver le meilleur biosenseur n'est pas foncièrement le but recherché, mais en tout cas une combinaison de différents types de biosenseurs par donc cette façon de mesurer l'effet qui est beaucoup plus visible par luminescence que par une simple analyse chimique des échantillons, et aussi l'utilisation de ces organismes pour détecter un impact de ces polluants directement sur une machinerie vivante, sur un métabolisme d'un organisme vivant, donc in vivo. On a un autre type de développement d'outils liés à la bioluminescence. Alors, je vous en parlais au tout début. Il s'agit en fait d'utiliser la bioluminescence combinée avec cette fameuse GFP, la Green Fluorescent Protein. Donc là, je parle à la fois de bioluminescence et de fluorescence, et pourtant, ces deux processus sont intimement liés chez Decnider. Donc, c'était l'objet de l'étude du japonais Osamu Shimomura, qui avait mis en évidence donc cette protéine chez Aekura en 1962 et qui a reçu récemment avec ses collègues le prix Nobel de chimie. Ces molécules, comme vous le voyez ici, ces protéines émettent dans des longueurs d'onde beaucoup plus élevées que la bioluminescence en milieu marin dont je vous parlais jusqu'à présent, puisque il s'agit des protéines fluorescence verte, et ces organismes, lorsqu'ils produisent de la lumière par bioluminescence, eh bien, apparaissent verts. Il y a vraiment une interaction étroite entre les deux types de réaction, bioluminescence et fluorescence chez cet organisme. Alors c'est aussi visible chez des organismes plus locaux,
comme la verrétille qu'on a sur nos côtes et qu'on peut observer assez fréquemment, et la plume de mer, Pénatula rubra, tous sont des anthozoaires, des organismes cnidaires qui possèdent des polypes, une phase polype unique et pas de stade méduse. La réaction de bioluminescence chez ces organismes s'organise, comme on l'a vu précédemment, par la réaction d'une enzyme, la luciférase, sur son substrat, la luciférine, et qui mène à un complexe oxydé et un complexe excité qui permet l'émission d'un photon. Et vous le voyez ici, une partie de l'énergie peut être transférée vers des protéines adjacentes. Et il se trouve que des protéines fluorescentes sont présentes chez ces cnidaires et peuvent capter une partie de l'énergie. Elles reçoivent cette excitation énergétique et elles vont à leur tour réémettre à une longueur d'onde supérieure. Donc ce phénomène de fluorescence permet une émission dans des longueurs d'onde qui finalement vont avoisiner les couleurs vertes. Alors il est venu l'idée de profiter, d'essayer pour des utilisations dans le développement d'outils tels que la reconnaissance les tests d'interaction entre protéines. Donc, in vitro, on va pouvoir fusionner des protéines d'intérêt d'une part à une luciférase et d'autre part à une GFP. Et si dans nos mélanges réactionnels, les deux protéines interagissent entre elles, elles se rassembleront suffisamment, de façon suffisamment proche pour que, si l'on rajoute le substrat, la luciférine, dans le mélange, la réaction de bioluminescence qui a lieu puisse transférer une partie de l'énergie à la GFP accrochée à l'autre protéine. Donc, dans ce cas présent, en cas d'interaction, on aura bien l'émission de deux pics d'émission de lumière, l'un correspondant à la réaction de luminescence et l'autre à la réaction liée à l'émission de fluorescence après excitation. Dans le cas d'absence d'interaction, il n'y aura plus qu'un pic correspondant à la bioluminescence. Donc c'est une technique éprouvée depuis de nombreuses années et qui est appelée le BRET pour bioluminescence, résonance, énergie, transfert. Je terminerai avec une dernière utilisation qui est peut-être la plus spectaculaire d'un point de vue, en tout cas médical. C'est une utilisation en imagerie où on va se servir de la capacité de produire des lignées génétiquement modifiées pour le suivi de tumeurs sur des petits mammifères. Donc, l'évolution de tumeurs in vivo peut être envisagée en inoculant des cellules tumorales exprimant des gènes rapporteurs de luminescence à des souris. Et d'autre part, à également inoculer des bactéries liées à ces opérolux, donc des bactéries elles aussi génétiquement modifiées pour produire de la lumière, qui ont la capacité en fait de s'établir préférentiellement dans des zones de présence de cellules tumorales justement. Donc là vous voyez en fait sur les représentations ici, les imageries, en vert la localisation des cellules tumorales marquées, donc qui se sont localisées sur la partie droite de l'abdomen de la souris. Et puis la dernière image en rouge-jaune, on voit la progression en fait des bactéries qui se sont directement dirigées vers ces zones tumorales. Si on merge les deux, si on superpose les deux photographies, on voit bien qu'il y a une colocalisation donc, de ces cellules. Alors ça offre effectivement des perspectives intéressantes de développement pour l'élaboration de futurs traitements ciblés où l'on pourrait utiliser l'aide donc de ces bactéries non pathogènes comme potentiels vecteurs pour délivrer d'éventuels agents thérapeutiques de façon très directe. Je terminerai cette présentation avec quelques actualités au sujet de la bioluminescence. D'abord cette vision de bloom phytoplanctonique dont on ne se lasse pas. Et pour également se rendre compte que ces phénomènes sont naturels, sont réguliers
Et on connaît aujourd'hui des spots célèbres, donc notamment la baie de San Diego en Californie, ou bien en Australie, près de Sydney, les îles Maldives ou Porto Rico, qui font que ce phénomène est quand même quelque chose d'important, mais qui pourtant n'est pas entièrement compris. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à prévoir l'apparition de ces blooms phytoplanctoniques. Alors, d'après les chercheurs de l'Institut océanographique de San Diego, c'est certainement sous l'effet d'un équilibre, mais très subtil, entre la température de l'eau, c'est vrai que c'est un phénomène qui arrive souvent en fin d'été quand les eaux sont bien réchauffées, et également la vitesse du vent. Donc, pas forcément dans des endroits particulièrement pollués où les organismes trouveraient à se nourrir. Donc, quand impossible à prévoir. Il y a quelques jours, semaines, il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux du spectacle de dauphins dans les vagues bioluminescentes. Donc, il y a cet effet magique d'observer ces organismes qui circulent à travers les blooms. Donc, vraiment, là, pour le coup, vous voyez vraiment la forme du dauphin. Il circule dans le bloom et active les cellules les plus proches d'eux par cette stimulation mécanique. Alors, de façon un peu moins marrante, assez récemment aussi, il y a donc ces derniers jours une actualité qui montre qu'une algue bioluminescente, donc là en l'occurrence il s'agit de Noctiluca scintillans, qui pullule de façon importante en mer d'Oman, qui est ici justifié par peut-être un dopage par le réchauffement climatique. Alors si on remonte un petit peu dans les archives, on s'aperçoit que dès 2017, par exemple, on relate donc ces efflorescences d'algues dans la même localité et qui, en fait, à cette période précise, montre que en fait, la Noctiluc, qui n'était pas présente dans cet environnement il y a encore 20 ans, a peut-être profité d'être boostée au niveau croissance par des rejets d'engrais réguliers et d'eau non traitée dans l'océan Indien. Et elle s'est maintenue et elle a pratiquement remplacé aujourd'hui des diatomées, donc c'est ce qu'en déduisent les chercheurs, à la base de la chaîne alimentaire. Donc là, on se retrouve face à un problème de compétition entre une souche un peu opportuniste qui a trouvé une nourriture suffisante, mais en face, elle diminue par compétition des populations de microalgues qui ont en fait une place prépondérante dans l'équilibre des écosystèmes. Alors notamment, en plus, ça change localement les pêcheries puisque les poissons sont beaucoup moins abondants du fait de la modification de cette chaîne alimentaire. Et par contre, tortues et méduses raffolent de ces planctons, de ces microalgues. Donc on a quand même quelque chose qui est profondément modifié dans le paysage de la biodiversité. Sur des images un peu plus féeriques, qui sont en fait ces dauphins qui traversent ces blooms phytoplanctoniques de façon complètement fortuite et qui vous montrent en fait toute la démonstration de ce qu'on a essayé de voir ensemble au cours de cette conférence au sujet de la réaction, de l'établissement de la réaction de bioluminescence chez les dinoflagellés. J'espère que cette conférence a répondu à certaines de vos questions ou vous a appris de nouvelles choses parce que c'est un phénomène qui est suffisamment médiatisé pour que les gens s'y intéressent abondamment. Donc peut-être que vous aurez des remarques ou il y aura une discussion à la suite de cette conférence. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions dans quelques minutes et merci beaucoup pour votre attention. Et dans ces conditions, encore une fois, un petit peu spéciales. Donc, je vous attends dans quelques minutes pour discuter ensemble de bioluminescence. À très bientôt. Merci.